C'est un autre rendez-vous de détente et d'information entre vous et nous. C'est avec une grande fraîcheur que je vous retrouve ce matin dans le cadre de votre émission Espace Miné. C'est toujours un plaisir d'ailleurs lorsqu'il est 10 heures sur les antennes d'Info TV. Espace miné, c'est une affaire des démineurs qui déminent l'espace, mais c'est aussi la revue de la presse signée Théophile Janibia, la dénonciation qui est une signature de Bernardo Basson, que j'appelle affectueusement le sucre national. Espace miné, c'est aussi l'instant de l'analyse, cet instant où les invités donnent leur avis sur la thématique du jour. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chères téléspectatrices, merci de nous regarder et de nous recevoir chez vous ce matin. Une fois encore, je m'en vais là vous présenter nos invités ce matin. Et je commence par le consultant de tout temps et de tous les temps. J'ai nommé Pierre Bléronier-Mec. Pierre Bléronier-Mec, bonjour. Bonjour Olivier Bossal et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Merci de m'associer à la réflexion de ce matin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ce matin. Je suppose que vous avez une citation à nous donner. La citation de ce jour, la voici. Celui-ci qui se complaît dans la compagnie des méchants ne peut pas dire qu'il est du côté de la justice. Celui qui se complaît ou se plaît dans la compagnie des méchants, ne peut pas dire qu'il est du côté de la justice. Je vais certainement vous demander de paraphraser pour d'autres spectateurs qui peut-être nous regardent en Gomédia ou je ne sais pas trop dans les coins reculés du pays. Bien évidemment, si vous soutenez, si vous marchez avec ceux qui font du mal aux autres, qui abusent des autres, vous ne pouvez pas dans le même temps dire que vous soutenez la justice. Les mauvaises compagnies corrompent inéluctablement les bonnes habitudes. Merci Pierre Bléronier-Mec, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Nos téléspectateurs vous apprécient naturellement car pour eux, vous êtes le sage des sages. En fait, vous faites le bonheur de ce plateau par la pertinence de vos idées. Je vais passer la parole comme cela et je vais accueillir fièrement parce que c'est toujours un honneur pour moi aussi de le recevoir sur ce plateau d'Espace Miné. Je l'appelle affectueusement, ou alors il s'est autoproclamé le sucre national sur ce plateau. Ok, d'accord. Je disais tantôt qu'il s'est autoproclamé, voilà, le sucre national sur ce plateau. J'ai appelé ici Bernardo Basson. Bonjour. Bonjour Olivia. Comment vous allez ce matin? Le sucre national est là. Je vais très bien. Comme toujours ce en place. Ce matin, oui, je vais toujours très bien. D'ailleurs, rarement je vais mal. Si oui, ça ne peut être que la fatigue, parce que moi je ne tombe pas malade. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de quoi? Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 du mois de juin et on célèbre la journée mondiale des réfugiés. Vous savez que généralement, en cas de guerre ou de conflits armés, on a des déplacés, mais aussi des personnes qui, à terme, deviennent des réfugiés parce qu'elles s'installent dans des camps aménagés pour la circonstance et lesquels camps leur permettront d'éviter les zones conflictuelles. Le quotidien des réfugiés, il faut le dire, n'est pas toujours très évident. C'est un peu compliqué, c'est difficile. Mais si donc le HCR et le Cameroun essayent tant bien que mal de les mettre à un certain niveau de vie, quoique ce n'est pas toujours aisé. Effectivement, c'est-à-dire l'ONU par le HCR et d'autres organismes, il faut le dire, a donc pensé qu'il fallait aménager un cadre juridique, un cadre administratif et un cadre humain pour permettre aux réfugiés d'avoir des conditions de vie décentes, des conditions de vie humaines, parce que ce sont des personnes qui sont initialement traumatisées. Donc il y a un système de prise en charge qui est mis en place par ces organismes-là, afin de permettre aux réfugiés de mieux se sentir dans la société, de mieux s'intégrer dans la société. Donc je voudrais, pour sortir, adresser un bonjour à un grand frère à moi, André Onana, qui est du côté du Proche-Orient. Il est du côté du Golfe, des pays du Golfe. Il vit là-bas en ce moment. Je lui adresse un bonjour particulier. Ok, merci à vous Bernardo Basson. Je veux dire que j'ai eu la chance dernièrement de visiter, même si c'était une petite visite, l'un des camps des réfugiés assez populaires ici au Cameroun, du côté de Garoua-Boulaye. Ok. Tout à fait. Maintenant, nous allons accueillir le patriarche de ce plateau.
ancien commissaire de police, aujourd'hui retraité. J'ai nommé M. Bilio Aïssi. Nous l'accueillons avec beaucoup de révérence parce que c'est un honneur pour nous de l'avoir ce matin. Bonjour monsieur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, moi je vous remercie pour votre invitation. Je voudrais dire bonjour aux copanalistes. Je dis aussi bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent. Je dis bonjour aux techniciens sans lesquels on serait inaudible et invisible. Et je suis là pour répondre à vos questions. Et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, justement. Avant de poursuivre avec la présentation, voilà, je vais d'abord vous préciser la thématique du jour. Ce matin, nous nous intéressons à l'insécurité qui va grandissante dans nos villes et nous posons la question de savoir si le Cameroun peut réussir à en découdre avec ce phénomène qui entache l'image de notre nation. Je rappelle que sur le plan mondial, en termes d'insécurité, le Cameroun est classé 14e mondial et sur le plan national, africain, je veux dire, le Cameroun est classé 3e derrière l'Afrique du Sud et l'Angola. Je m'en vais donc accueillir notre 4e invité. Lui, c'est un journaliste qui nous fait le plaisir aussi d'être avec nous ce matin. Je l'appelle Samuel Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Olivia Bossal, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les millions de télé-regardeurs de cette chaîne qui monte véritablement. Bonjour à tous vos admirateurs qui se comptent déjà par milliers au dernier décompte. Je ne sais pas s'ils vont s'ajouter aujourd'hui. Olivia Bossal, beaucoup en tombent déjà presque amoureux. Mais je crois que c'est toute notre fierté parce que quand on vous voit en prestation, ça nous fait vraiment plaisir et ça fait plaisir à la communauté Banen que nous représentons parce que nous étions samedi à un grand meeting qui rassemblait 4 chefs supérieurs des cantons Banen et de Yingui à Nitoku, en passant par Ndikinime, qui vous avez tout le soutien de ces chefs traditionnels avec lesquels j'ai longuement échangé samedi dernier. C'était à PK11 à Douala, lors d'un grand meeting. Vous savez que la forêt des Bords reste une question assez épineuse au sein de l'Anderno politique. Nous pensons que dans les prochains jours, il y aura véritablement des rebondissements par rapport à cette affaire où une soixantaine de mille d'hectares sont classés comme ça dans le domaine privé de l'État, appartenant à la communauté Banen, et nous pensons qu'il faut agir. Il faut agir. Le combat est certes rude face à la prédation foncière. Face à la prédation foncière, donc certaines communautés font face. Mais lors de ce meeting de Douala, nous avons pris connaissance de ce dossier. D'ailleurs, un décret a déjà été signé par le Premier ministre qui classe 51 000 hectares de terrain de la forêt Banen, ce qu'on appelle la forêt des Bords généralement. Et nous pensons que les élites, forces vives, Banen, comme vous, d'ailleurs je vous y invite au combat, doivent se mobiliser pour continuer ce combat. Parce que c'est vraiment une question assez sensible. Je préfère ne pas en dire plus, mais les jours à venir nous donnerons certainement raison face à cet autre scandale foncier dans notre pays. Merci Samuel Bonjok. Je porte ma voix à la vôtre justement pour saluer la communauté Banen qui aussi est connectée et qui nous regarde tous les matins de lundi à vendredi. C'était donc la dernière carte des présentations, chers téléspectateurs. C'est donc parti pour 1h52 d'échange, de débat, mais aussi d'interaction avec vous, car pour nous, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Nous l'accueillons tous les matins dans le cadre de votre rubrique Actu Presse. Lui, c'est l'homme de la revue de la presse que j'ai nommé Théophile Vianney-Biya, mais j'aime l'appeler affectueusement TVB. Bonjour Théophile Vianney-Biya. Merci, bonjour Olivia Bossal, la sublimissime, la très ravissante et la plus belle. Parce qu'entre 10h et 12h, vous êtes la plus belle. Merci. N'en déplaise, hein. Merci. Entre 10h et 12h sur le plan mondial. Vous avez l'habitude de saluer les téléspectatrices. Je vais saluer les téléspectatrices. Pas que vous ferez des jalouses? Non, je vais saluer les téléspectatrices, mais je dis qu'entre 10h et 12h, vous êtes la plus belle sur le plan mondial. D'accord. Voilà. Merci. Vraiment, c'est indiscutable.
Merci. Alors vous êtes là, Oui, vous êtes vraiment là pour nous donner la quintessence des journaux, Exact. des parutions de ce matin. Oui. Que nous disent les journaux, Théophile Janébia? Les journaux qui sont disponibles en kiosque nous parlent de plusieurs actualités, notamment sur le plan de l'éducation, sur le plan sportif et même sur le plan politique. Permettez-moi de dire bonjour à votre panel, dire bonjour aux téléspectateurs, dire également bonjour aux téléspectatrices qui me regardent tous les jours lorsqu'il est 10h. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui nous amène du côté de l'IAI Cameroun avec ce partenariat académique. 16 boursiers de l'IAI Cameroun pour la Chine. C'est l'information principale qui est présentée ici en une du journal Info Matin. En page 3, les détails sont à lire. La cérémonie de revoir par vidéoconférence a eu lieu ce 19 juin au campus de Nkolanga à Yaoundé. C'était en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, des responsables de la Jiangsu Vocation Institute of Architectural Technology et des étudiants ainsi que des parents. Le journal revient donc sur ces boursiers qui vont donc partir du Cameroun d'ici la fin de la semaine. Il faut dire que vendredi, ces derniers partiront de Yaoundé pour Douala où ils prendront donc le vol à l'aéroport de Douala pour la Chine. L'information est présentée ce matin au journal Info Matin qui revient donc avec cette actualité. Restons en éducation avec le point Bi-Hebdo qui parle donc de FENASCO Ligue B 2023. Paris réussi. C'est l'information qui est présentée ici en sommet 1 du journal Le Point Bi-Hebdo. C'est bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale. Parle également du ministre de l'Environnement, Pierre Hélé, contesté. C'est ce que nous dit le journal Le Point qui précise qu'être entre un affaiblissement évident et un laxisme avéré, le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable après 4 décennies dans les arcanes du pouvoir, semble avoir contaminé l'inertie à tout un département ministériel qui a pourtant de nombreux défis à relever. Ceux qui osent vouloir changer la donne passent malheureusement à la moulinette. C'est terrible, d'après ce que nous dit le journal Le Point, qui est en kiosque ce matin et qui parle également sport. Au BAT 1, plus précisément, la gestion de la FECAFOOT intéresse donc le journal Le Point ce matin. Crise, gestion, Fédération camerounaise de football, la gêne. On en parle avec le journal Le Point. Émergence parle également football et c'est reste du côté de la Fédération camerounaise de football. Football, la FECAFOOT dans la tourmente. C'est ce que nous dit le journal Émergence qui présente donc l'actualité en page 3. Et si on parlait religion, la fête du mouton aura lieu le 28 juin. L'information est donc présentée ce matin en page 2 du journal Émergence qui revient donc sur les contours de cette célébration du côté de l'islam. Exportation frauduleuse du cacao vers le Nigeria. Le Cameroun estime ses pertes à 70 milliards. L'information est également présentée ce matin en pied 1 du journal Émergence. Le journal Le Jour d'Aman Mana parle basketball messieurs. Fab de Yaoundé, champion du Cameroun 2023. Le journal revient donc sur le basketball au Cameroun avec Fab qui remporte donc le titre de champion du Cameroun pour l'édition 2023. Affaire Dampulo qui a le droit d'agir comme institution séquestre. Le journal s'interroge. La décision de justice rendue le 30 mai 2023 par Eyango Dibobe et Poupa n'a pas fini de faire couler encre et salive. Même son de cloche pour Performance Afrique qui est en kiosque. Le bi-hebdomadaire Afrique Performance parle également de l'affaire d'Ampulo MTN quand la justice répond à l'arbitraire sud-africain. On en parle avec le journal Afrique Performance qui s'intéresse également à cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et salive depuis un certain moment. L'avocat parle également de l'affaire Baba Dampulo, les comptes de MTN scellés au Cameroun. No pity in business, s'exclame le journal L'Avocat pour une petite dette de 23 milliards non remboursée à temps à cause du Covid. L'État sud-africain saisit les biens de plus de 500 milliards de francs CFA de la première fortune d'Afrique francophone. Le président Paul Biya dépêche un émissaire auprès de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. On en parle ce matin de la page 6 à la page 8. C'est tout un dossier qui vous est présenté par le journal L'Avocat. L'économie de Thierry Ekouti nous amène au tribunal et reste également dans l'affaire Baba Dampulo. Baba Dampulo prend le dessus sur MTN Cameroun. C'est ce que nous dit le journal L'économie. Le feuilleton judiciaire qui oppose l'homme d'affaires camerounais et la banque sud-africaine First National Bank, FNB, est loin d'être à son épilogue. Le journal revient donc sur cette actualité ce matin, plus amplement en page 3. L'indépendant de Max Mpanjo s'intéresse également à cette même affaire. First National Bank, MTN Cameroun SA, Bestinver Company, South Africa Limited, l'affaire Dampulo, spoliation des actifs du consortium des sociétés Bestinver, dont le milliardaire camerounais est le promoteur en Afrique du Sud, bataille juridico-diplomatique sur fond de racisme et de xénophobie, de la page 5 à la page 7. Le journal L'Indépendant revient donc sur l'affaire Dampulo ce matin. Terre promise, Hebdo s'intéresse à la saisie des comptes de MTN. Tout est conforme à la loi, d'après ce que nous dit le
le journal Terre Promise Hebdo qui parle également de cette même affaire et nous la livre en page 3. Et si on s'intéressait à cette autre actualité pour parler violence foncière à Olezoa avec le journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe qui est disponible en kiosque et qui parle de dictature de l'armée, la communauté des Mveng autochtones de Yaoundé crie son ras-le-bol et le mal-être face au braquage foncier de l'autorité militaire qui s'apparente à un gangstérisme. On en parle avec le journal Le Messager de la page 6 à la page 7. Église évangélique du Cameroun, des millions de francs CFA extorqués aux fidèles, accusés d'avoir usé d'une microfinance pour accomplir le forfait. Plusieurs pasteurs sont épinglés. Et c'est ce que nous dit le journal Le Messager en page 2. Grève dans les hôpitaux, on en reparle avec mutation de Georges Alain Boyomou. Hôpitaux publics, grève en rechute alors qu'on croyait le débrayage en voie d'être désamorcé. Les blouses blanches sont passées à la vitesse supérieure hier. Le gouvernement est dos au mur. C'est ce que nous dit le journal Mutation qui est disponible en kiosque ce mardi 20 juin 2023. L'info à chaud parle de ces études du côté du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. D'après une étude des experts du MINDU, 13,5 milliards de francs CFA pour boucher les nids de poules à Yaoundé. Voilà donc le montant qu'il faut pour boucher les nids de poules à Yaoundé. Le journal en parle ce matin et revient présenter l'actualité plus explicitement en page 4. La primeur de l'Info Plus parle de cybercriminalité. L'antique ne lâche pas prise, on nous le fait savoir. Et puis au bas une de ce journal, on nous amène du côté de l'ART, Agence de régulation des télécommunications. Les encouragements du conseil d'administration au directeur général Philémon Zozame. Ces encouragements sont présentés ici ce matin par le journal La Primeur de l'Info Plus. On nous fait savoir que les actions du DG sont donc à la faveur de ces encouragements qu'il a donc bénéficié, des encouragements du conseil d'administration de l'ART. Le journal La Primeur de l'Info en parle ce matin et revient sur cette actualité. Augmentation du prix de gaz et spéculation des prix, la réponse du berger à la bergère. On revient donc sur cette sortie du gouvernement qui précise que le prix du marché des hydrocarbures gazeux vendus sur le marché domestique est soumis à la procédure d'homologation préalable par le ministère chargé des prix. Le journal revient donc sur cette actualité et parle donc de cette affaire en page 3. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, reste sur la coopération Cameroun-Tchad et nous fait donc savoir que tout baigne entre le Cameroun et le Tchad. Porteur d'un message du président de transition et chef de l'État tchadien Mahamat Idriss Déby Itno au président de la République Paul Biya, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Dr Galingo Tegata, a salué la clairvoyance du chef de l'État dans la gestion du différend entre les deux pays au cours d'une audience au Palais de l'Unité. C'était hier, ici même à Yaoundé. Nous refermons cette revue de presse avec le quotidien de Jules Brice Ngaba qui parle de l'eau potable et du gaz tout en présentant les éclairages du ministre de l'eau et de l'énergie devant le Parlement. On revient donc sur ce balai des ministres qui se poursuit donc du côté du Parlement. Plus précisément, on fait un stop sur Gaston Edounou Somba qui a donné des explications aux parlementaires sur l'eau potable ainsi que le gaz. Développement local, bientôt une cimenterie à Mintoum dans le Djaïlobo. On nous le fait savoir ce matin. C'est bien sûr le journal Le Quotidien de Gilles Bressingaba qui en parle en sommet 1 et qui nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Merci à tous les directeurs de publication patriotes. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous massivement en kiosque et faites vivre la presse camerounaise. Mesdames, Messieurs, c'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney Biya. Merci Olivia. Merci à votre panel, merci aux téléspectateurs. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse, comme à l'habitude d'ailleurs. Merci. Voilà, vous ne nous quittez pas. Exact. Le temps pour vous de nous donner les faits majeurs qui seront traités aux 19h et aux 20h ce soir. Aux 19h et aux 20h ce soir, on va parler vacances. On va s'intéresser à ces tout petits qui écument les marchés en ce moment, plus précisément ceux qui sont lancés dans l'activité de porte-tout, des brouettiers, comme on les appelle vulgairement, trivialement, dans les marchés. On va s'intéresser aux tout petits parce qu'en ce moment, les plus petits, âgés entre 8, 10, voire 15 ans, sont dans les marchés et transportent les marchandises des clients à longueur de journée. On va s'intéresser à cette activité pour voir quels sont les multiples dangers qui peuvent être liés à ce type d'activité dans les marchés lorsqu'on sait que les marchés sont considérés comme étant des grands carrefours où il y a de l'affluence, où il y a naturellement un tout petit peu de violence parfois parce qu'il faut se bousculer pour s'arracher un client et c'est pas très évident. Parfois, je me demande comment
Comment est-ce que on fait pour retrouver des enfants? Je crois qu'il y en a qui ont 6-7 ans. Oui, il y en a qui ont 6-7 ans, qui poussent des brouettes. D'où leur vient cette force? Il faut dire que... ça sera la réponse au 20h et au 19h. Oui, au 19h et au 20h, on va trouver la réponse à cette question que vous posez en ce moment. Et il faut également dire qu'on va revenir sur la célébration de cette journée, la journée mondiale des réfugiés. Il est important qu'on en parle parce que vous savez que le Cameroun, de plus en plus, est une terre d'accueil. Et le Cameroun occupe une place de choix dans la gestion des réfugiés. On a pas mal de réfugiés au Cameroun, des réfugiés centrafricains, des réfugiés tchadiens. Il y a pas mal de réfugiés au Cameroun et on va tout simplement revenir sur la gestion des réfugiés au Cameroun. On en parle au 19h et au 20h ce soir. Théophile Vianney-Biya, merci beaucoup pour cette précision. Je donne rendez-vous à nos chaleureux téléspectateurs à 19h pour le journal en langue anglaise et 20h pour le journal en langue française. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la rédaction centrale d'Info TV. D'Info TV, voilà, TVB. À demain 10h. Très bonne suite d'émission à vous. Merci. Alors, nous poursuivons l'émission, chers téléspectateurs, et nous revenons. D'abord, c'est vrai qu'il y a toute une grande actualité, mais on va d'abord commencer par celle-ci. Nous revenons donc sur cette publication, parution de ce matin, qui titre sur, c'est l'info à chaud, voilà, qui titre sur 13 milliards de francs CFA pour boucler les nids de poules à Yaoundé. Et c'est à Bernardo Basson que j'aimerais bien que Bernardo Basson nous commente cette actualité. Je reviens, je dis bien, c'est l'info à chaud, parution de ce matin, qui nous fait savoir que 13 milliards de francs CFA ont été demandés pour boucler 13,5 milliards de francs CFA pour boucher les nids de poules à Yaoundé. Votre regard? Bon, Olivia, déjà, il me serait délicat, je trouve excessif et pédant pour moi de vouloir discuter des chiffres et des prix avec des gens parce que je ne suis pas ingénieur de génie civil. Je ne sais pas comment les prix se pratiquent là-bas. Je ne sais pas combien coûte l'aménagement d'une voirie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être délicat pour moi de discuter du prix. Mais je pense que si au moins on a pu trouver une solution, on a pu trouver le montant suffisant pour résorber un problème de nécessité importante, alors moi, je trouve que c'est de bonne guerre, c'est de bonne loi. Mais je crois surtout qu'il faudrait donc que cette mesure soit mise en œuvre parce qu'il y va de la santé publique, la santé des véhicules, la santé des personnes, la santé des biens. Et techniquement, je crois qu'on devrait donc se complaire de voir le gouvernement vouloir travailler dans ce sens. Maintenant, je suis toujours autant sceptique, et vous le savez, parce que lorsque ce genre de discours ou de textes se retrouve sur la place publique, on a l'impression que des personnes vont prendre à bras le corps le problème et vont tenter de le résoudre. Mais après, on apprendra d'ici 2 ou 3 ans que voilà, l'argent a été débloqué, certains ont détourné, d'autres ont voyagé, d'autres encore sont morts. On a plein d'entreprises à qui on a demandé de ne pas finir le travail et de fuir. Donc beaucoup de problèmes comme ça vont naître à terme. Donc personnellement, je ne suis pas emballé par ce qui est dit. J'espère voir les choses de façon concrète. J'espère que cela se fera donc, c'est-à-dire que les lignes de poules à Yaoundé seront comblés et peut-être on aura une capitale un peu plus reluisante. Il y a là, si vous faites seulement le tronçon Mendan, Mélène, vous allez aussi du côté de Carrefour-Mecque, c'est très impraticable. Olivier, dans tous les coins de Yaoundé, il y a des problèmes de route. Et du côté de Mimboman et Mambo, le coin que je côtoie le plus dans la capitale, vous avez c'est-à-dire un tronçon de peut-être 50 à 60 mètres, non loin du FECOM, où il y a un embouteillage monstrueux en soirée, et pourtant on peut juste mettre des pavés ou aménager l'espace. Bref, j'ai parlé avec un ingénieur de génie civil avec qui je vis, qui me disait non, parce que l'endroit conserve beaucoup d'eau, on y met généralement des pavés. Il m'expliquait que les pavés se mettent là où l'endroit conserve beaucoup d'eau, et le bitume se met ailleurs. Vous voyez, il m'a expliqué une théorie comme celle-là que j'ai fini par comprendre. Donc pour moi, donc vous essayez de compter avec Olivia les trous qu'il y a à Yaoundé? Non, on ne sait pas le compter, il y en a tellement, on ne peut même pas les compter. On peut juste espérer. N'avez-vous pas lu dans la Bible qu'on ne met pas un nouveau tissu sur du vieux tissu? Qu'on ne met pas du vin neuf dans de vieilles outres, sinon les outres vont céder. Les trous sont tellement nombreux qu'en voulant les boucher, on gâterait la route. Qu'est-ce qui a créé les trous? À côté des trous qu'on va boucher, de nouveaux trous vont se former. Ouais. On a mal forgé l'asphalte. C'est-à-dire que quand les gens qui nous fabriquent les routes, là, font les routes ici, je vous l'ai dit, on fait des trucs en superficie. Donc, on fait volontairement de mauvaises routes.
Ils sont donc contents qu'on va leur demander de débourser 13 milliards et demi. Ça, c'est pour l'exercice 2023. Mais en 2024, il faudra encore 13 milliards et demi, sinon 15, pour boucher de nouveaux trous. Mais qui a créé d'abord les trous? Et en parlant de trous, Pierre Bériot, je ne sais pas, j'ai vu cette image, je crois que c'est dans la région du centre, je ne sais pas, à Sac où ça se trouve. Il y a un énorme trou et dans ce trou, on y voyait une voiture qui est carrément entrée à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle était littéralement à l'intérieur du trou. Vous avez des scandales sur la voie publique au Cameroun. Sur la route de Mombo, il y a une voiture, je ne sais pas si cette nuit on l'a enlevée, qui bloque carrément le milieu de la route. Avant cette voiture, il y avait un gros trou, tel que si vous conduisiez dans la nuit et n'étant pas habitué à la route, même si vous étiez habitué, il suffisait d'avoir une petite inattention, que vous retrouviez votre voiture dans cette affaire-là. Et puis les jeunes s'y plaisaient d'ailleurs, parce qu'une fois qu'une voiture était tombée, ça leur faisait la pitance de la journée. Ils venaient soulever les voitures. Mais il y en a qui ont perdu les cartes. Mais on fait ça exprès. C'est voulu. Le tronçon est Mombo terminus. On le répare combien de fois par an? Récemment, j'ai fait une dénonciation ici dans laquelle... De toute manière, je crois qu'il faut dire que les 13 milliards, ce n'est pas pour boucher les trous, c'est pour boucher les poches. Ah. Ouais. C'est clair. Bernardo se réserve. Bernardo a dit, lui, il ne discute Monsieur pas le commissaire, il faut préciser qu'il faut boucher les trous des poches. Ouais, on bouche les trous des poches, effectivement. Parce que on n'a jamais vu un projet qui va jusqu'au bout sans qu'on nous parle d'un détournement par-ci, de ceci, par-là. Donc, aujourd'hui... Et en fait, c'est là la grande question parce que c'est vrai, c'est bien beau de déclarer que 13,5 milliards de francs CFA seront justement alloués pour boucher les nids de poules et qu'à terme, on n'ait pas les fesses comptées, justement. De toute manière, il faut se dire ceci. Si on sort effectivement 13 milliards, on ne mettra jamais 13 milliards pour boucher les trous. Voilà. Il y a une partie qui va aller, comme je l'ai dit, pour boucher les trous des poches. Et ce qui est... J'allais dire drôle, c'est pas drôle, c'est pas amusant. Ce qui est terrible, c'est qu'on sait qui fait quoi, mais la tolérance administrative va jusqu'au détournement. Ok, merci, merci Monsieur le Commissaire. Je vais passer la parole à Samuel Bonjo qui veut certainement coller son avis sur le sujet. Oui, merci Olivia Bossal. Je commencerai déjà par dire mes condoléances à la famille de Gabriel Nandjip, qui est un petit frère qui est parti par accident de circulation à cause de l'état de nos routes. Je voudrais saluer sa maman, Bangante, maman Claire, et son petit frère qui est aussi mon petit frère, Ndike Ngemnan Stil, qui est très proche de nous d'ailleurs, et très proche du dossier dont on parle. En fait, une étude a été menée par les experts, les ingénieurs de la direction des opérations urbaines du ministère de l'Habitat. Et c'est au terme de ces études sur les tronçons routiers de Yaoundé en compagnie, ou alors de concert avec les 7 maires de la ville de Yaoundé et le maire de la ville. Donc c'est une étude globalisante, une étude participative avec les élus locaux, qui a donc, cette étude a donc amené à mettre sur le cahier de charge ce montant donc, qui a été révélé à la presse hier par Madame le ministre de l'Habitat, Célestine Kotia-Cortez, 13,5 milliards pour boucher les trous de Yaoundé. Et c'est un problème criard, vous-même vous avez fait le constat. Il est donc important d'adresser cette question. Il faut déjà la budgétiser. C'est déjà une bonne chose de l'avoir budgétisée. Je comprends le scepticisme des uns et des autres par rapport à la corruption ou alors les détournements de fonds qui sont déjà le quotidien de notre administration. Mais il faut quand même croire qu'il y a des personnes qui peuvent encore être d'une certaine crédibilité dans la gouvernance publique. C'est ça le problème qu'il y a. C'est ça le problème qu'il y a. Je ne vais pas citer des noms. Je dis que même s'il y a des brebis galeuses qui sont très nombreuses dans notre administration, il y a quand même des gens qui ont le sens de l'honneur, le sens du travail, le sens du résultat. Et nous avons cru... Il devait avoir des lunettes spéciales pour voir ça. Pour le patriarche qui vous fait savoir que les 13 milliards serviront plutôt à boucher les poches. Ça fait partie de ce scepticisme national que nous avons l'habitude d'observer, mais il faut comprendre que
il y a quand même eu des avancées depuis un certain nombre d'années en matière de développement urbain au Cameroun, à cause d'un dynamisme qui est impulsé par le chef de ce département ministériel. Et il faut dire que les 13 milliards ne sont pas encore disponibles. C'est une étude qui a été faite. Rappelez-vous, et alors rassurez-vous, c'est un seul milliard qui est dans la cagnotte. Jusqu'à hier, quand on sortait de la réunion, qui était ouverte en présence de tous les 7 maires de Yaoundé et du maire de la ville. C'est un seul milliard qui est disponible. Madame le ministre demande ou sollicite 13 milliards et demi. Pour boucher les demi. 13 On n'arrête pas le demi. 13 milliards et demi pour boucher les trous. Mais tout le monde, c'est preneur si quelqu'un peut lever les 13 milliards et déposer sur la table et que les travaux commencent demain. Mais sauf qu'il y a une tension de trésorerie. Les maires étaient là, ils ont tous exposé sur leur compte administratif, sur la part qui est réservée à l'entretien routier. Et vous savez qu'il y a un conflit de compétences entre les routes qui dépendent de la communauté urbaine, les routes qui dépendent de la commune. Et ce chevauchement des compétences fait en sorte que personne ne fait rien à la limite. Il faut une centrale d'enrobé déjà disponible pour la communauté urbaine, pour permettre de faire un travail rapide en régie, comme ça se fait avec le ministère des Travaux publics, le bouchage rapide des trous. Mais ce n'est pas encore existant, la centrale d'enrobé, c'est un projet. Il faut par exemple recourir à des technologies nouvelles comme le BCR, le béton compacté au rouleau. Ce sont des technologies innovantes qui peuvent permettre à moindre coût de résoudre ce problème. Mais c'est un problème globalisant, c'est un problème de politique nationale. Et je pense que le ministre, en adressant cette question, interpelle plutôt les pouvoirs publics à mettre des moyens, pourquoi pas l'Assemblée nationale à voter des lignes spéciales pour le bouchage des trous. Parce que quand il y a un trou, on accuse le maire alors que le maire n'en a rien à foutre. C'est le maire de la ville qui doit réparer ces trous. Parfois, ce n'est pas le maire de la ville, c'est le ministère de l'Habitat qui doit réparer ces trous. Finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer dans l'enchevêtrement des compétences. Il était donc clair que, à l'issue de la réunion d'hier, que toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour créer une plateforme unique pour adresser ces questions. Et ce sont les 13,5 milliards qui sont sollicités. Donc, on peut donc estimer que ce ministre vient de découvrir cela. Elle vient d'arriver au Cameroun. Et ces trous se sont formés en un jour. Mais il fallait une étude de ce patriarche. Il fallait une étude déjà. L'étude est faite. Le budget est posé sur la table. Il faut maintenant trouver de l'argent pour faire le travail. Vous savez, moi, je me méfie des études. Parce que lorsque nous avons bradé notre eau, la SNEC a dépensé 800 millions pour le cabinet qui devait évaluer la SNEC. Et ce cabinet n'a rien fait. On a vendu la SNEC à 500 millions. Je connais le Cameroun. Justement, patriarche, vous faites bien de justement, ce mauvais exemple-là qui Samuel Bonjour. C'est des constats. Oui, c'est pas patriarche, voilà, justement, je vous disais, vous faites bien de relever la SNEC, non pas pour parler de la SNEC, mais pour parler de l'eau potable. Ouais. L'eau potable et le gaz, pour revenir justement sur cette actualité, la une donnée par le quotidien qui revient sur les éclairages du miné devant le Parlement et qui nous fait savoir que Gaston Elundu Essomba a été interpellé par 2 députés justement au sujet de cette eau potable et de ce gaz-là. Et lors de son plaidoirie, il est revenu sur les difficultés d'approvisionnement. Vous n'avez pas l'impression que c'est une sorte de redondance à quelle fin? À la vérité, mais je comprends les Camerounais, à la vérité, on ne doit rien demander au ministre. Parce que lorsque nous avons bradé nos structures, nous sommes lavés les mains, on se dit, bon, exploiter. Et on exploite. Quand on vient exploiter, c'est pour faire des bénéfices. Parlant de l'eau, je ne suis pas loin d'ici. Nous, ça fait déjà 1 mois, on n'a pas d'eau. Bon, donc, c'est qu'il faut que les Camerounais comprennent. Lorsque nous avons privatisé, ça veut dire que nous avons vendu. Le ministre, je ne sais même pas pourquoi il existe un ministère de l'eau et de l'énergie. Parce que nous n'avons aucune autorité sur ces gens-là. Il faut qu'on le dise. Parfois, nous disons des choses méchantes vis-à-vis du ministre Elundu Essomba. Même moi, il m'arrive, par émotion aussi, d'en dire un peu. Oui. Mais la vérité est que ces choses-là ne nous appartiennent pas. C'est cela, nous les avons vendus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont venus acheter, ils ont choisi les centres qui donnaient de l'argent et ont largué ceux qui ne donnent pas assez d'argent. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes.
pour résoudre ce problème, il faut revenir, il faut renationaliser nos structures. Nous les avons bradés, je vous dis 500 millions, je peux vous donner des documents, et le cabinet qui devait faire l'évaluation avant la vente a reçu 800 millions. Ok, merci. Bernardo Basson, est-ce normal qu'en 2023, au Cameroun, on se retrouve encore en train de parler des problèmes de... C'est quand même ailleurs, c'est déjà des questions qui ont été solutionnées. Olivia Bossal, votre question comporte en elle-même des germes de la réponse. Parce que le Cameroun fait partie de ce qu'on peut appeler les pays bénis par la nature. Le Cameroun a un bassin hydrographique qui est parmi les plus impressionnants et les plus importants du monde. Au Cameroun, on a jusqu'à l'océan. On a des fleuves, des rivières, des lacs, on a tellement de cours d'eau. Et la mécanique... Donnez-moi une seconde. Est-ce que vous savez qu'on potabilise l'eau de mer? Oui. On potabilise l'eau de mer. Et nous sommes, adossés à la mer, aux océans, et il nous manque de l'eau. C'est pas normal. Certains Camerounais s'amusent souvent à dire que de tous les noms de départements au Cameroun, il n'y a qu'un seul qui a le nom d'une montagne, le Ngok et Tundia. Le reste, ce sont les noms des cours d'eau qui constituent le département. C'est la preuve au Cameroun, il y a tellement d'eau. Potabiliser l'eau, il y a de cela 500 ans, pouvait être un problème. Mais aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que potabiliser l'eau n'est pas très compliqué. Du coup, que les Camerounais aient beaucoup d'eau ne devrait même pas constituer un débat. Donc, vraiment, Olivia, c'est malaisant d'en parler, mais c'est grave. Parce qu'on va accuser un ministre, on va accuser le chef de l'État, mais le problème, il est entier. Oui. Donc, on ne devrait pas parler du problème d'eau au Cameroun en 2023. On ne devrait plus en parler. Ok. Pierre Bioniemek, vous collez un avis sur le sujet de l'actualité? Sur le sujet de l'eau? Oui, effectivement. Mais vous savez, si vous êtes en difficulté en famille et que vous voulez vendre certains biens pour vous en sortir, si votre femme vous suggère de vendre le lit conjugal, ça veut dire qu'elle est en train de quitter le mariage. C'est-à-dire, parce que j'avoue que je ne comprends pas trop. Mais si vous avez des difficultés, vous voulez vendre certains biens pour vous en sortir, vous demandez à madame, qu'est-ce que tu penses que nous pouvons vendre pour nous en sortir? Elle vous dit le lit conjugal, c'est qu'elle est en train de partir du mariage. Oui, effectivement. Ceux qui ont les pays qui se respectent ne vendent pas l'eau, l'électricité, les communications. Okay, voilà, donc c'est le lit conjugal que nous avons vendu. Alors ceux qui l'ont vendu étaient en train de quitter le mariage. Moi je crois que la vérité, les gens ne se rappellent pas. Tous ceux qui ont contribué aux privatisations ont des doubles nationalités. C'est des gens qui avaient le projet de quitter le Cameroun définitivement. Je ne sais pas ce qui les a retenus à la dernière minute. Ils sont revenus voir si la vente s'était bien passée. Je ne sais pas, certains sont... La certitude de l'impunité. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on nous a vendus. Il faut que les Camerounais sachent que nous ne nous appartenons pas. Nous n'avons pas notre eau, nous n'avons pas notre électricité, nous n'avons pas nos communications. C'est les autres qui sont propriétaires de ces choses qui sont basiques et qui sont fondamentales pour la vie d'un peuple. Ces choses appartiennent à d'autres chez nous. Donc, au lieu de prendre 13 milliards et demi et aller boucher les trous. Les trous. Parce que les trous, en bouchant les trous, d'autres trous vont être à côté des trous bouchés. Voyez, quand votre habit a déjà plusieurs trous, il ne faut pas commencer à les boucher. Il faut déchirer cet habit et vraiment coudre un nouvel habit. Il nous faut des routes. Nous n'avons pas de routes. Nous trichons avec tout. On a au moins 3 grands hommes d'État qui ont des structures qui font dans les routes au Cameroun. C'est-à-dire, non seulement ils nous font de mauvaises routes, mais en même temps, ils gèrent aussi l'argent de l'État, du contribuable. Ils ont des sociétés, je ne vais pas citer les noms de ces sociétés. Même la société qui est sérieuse ailleurs, Razel, fait du mauvais travail au Cameroun sur la demande express des Camerounais. Ne fait pas bien la route là, hein. Parce que si la route dure 10 ans, moi je ne suis pas ministre pendant 10 ans, je vais boucher les trous quand. Fais mal la route là. Fais ça, super. Je veux entendre d'ici 2 semaines qu'il y a les trous déjà sur ta route. Tu livres et tu pars. S'il faut 5 cm, alors 2 cm. Nous faisons ça expressément. Ces gens ne sont pas membres de ce pays. Donc vous me demandez, l'eau, on nous donne l'eau, on rationalise l'eau.
On avait créé un concept, peut-être vous étiez toute petite, on appelait ça à l'époque le délestage. C'est-à-dire on dit à un peuple que pendant une période, on va mettre une partie de ce peuple dans l'obscurité. Et après on va tourner, c'est-à-dire que c'est... Justement, par là de délestage, c'est très grave à Douala. On le sait même, les Camerounais sont tellement habitués. Vous parlez de Douala parce que vous connaissez le nom Douala. Dans le village, ça fait 4 mois. Vous avez même, vous avez dans votre village depuis 4 mois qu'on a coupé. Dans le village de Oumiobe, c'est en 2011 qu'on a coupé la lumière. Au village de Oumiobe, c'est en 2011 qu'on a coupé en août 2011. Nous sommes en juin 2023. Donc là où Oumiobe est né, c'est en août 2011 qu'on a coupé la lumière là-bas. Ok, merci voilà beaucoup. Donc le pays. Allez-y, vous pouvez intervenir sur cette actualité. Non, Olivia, j'ai été un peu amusé à écouter un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a des problèmes et on est plongé dans ce scepticisme national-là. Moi, je pense que pendant un temps, lors des tensions de trésorerie ou ce qu'on appelle les crises financières, il y a eu des privatisations. Mais au fur et à mesure que la reprise de l'économie nationale a commencé à se présenter, il y a eu reprise en main de ces secteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le secteur de l'eau est entre les mains des étrangers. La Cameroun aujourd'hui assure la plénitude de la gestion de l'eau au Cameroun en termes de production et en termes de distribution. L'époque de la CDE et de ce que les Marocains là, c'est passé. Donc c'est dit qu'il y a quand même un relan de reprise en main des secteurs névralgiques. Donc on n'a pas vendu le lit conjugal, grand frère Blériot. Maintenant, je voulais dire que le problème de l'eau est un problème mondial. Et d'ailleurs, il y a même une journée mondiale de l'eau. Non, ça cette généralité énerve les gens. Quel le problème d'eau à Abidjan? Non. Qui est une grande ville, il y a un problème d'eau à l'Afrique du Sud. On voit la télévision. Il faut qu'on parle tout à l'heure des fleuves et de la mer. Nous sommes à une technique dans la communication et vous êtes un communicateur. On ne veut pas résoudre un problème, on utilise cette formule de généralisation. Non, vraiment, c'est un problème mondial. Nous, on n'a pas besoin d'avoir ce problème mondial. Je suis à dire, voilà, on n'a pas besoin d'avoir ce problème mondial. Au sujet de, vous avez évoqué le cas de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'il y ait le problème de Abidjan, peut-être à Boaké, vous voyez un peu. C'est-à-dire peut-être dans des périphéries à côté. Donc vous ne pouvez pas prendre ces deux exemples. Bon, je vais pas... L'eau n'est pas mondiale, donc c'est fait qu'on s'appesantit sur le cas du Cameroun. Ok, restons sur le cas du Cameroun. Il y a donc des efforts qui ont été faits, des gros investissements qui ont été faits dans le cadre du projet en eau potable à partir du fleuve Sanaga. Dans quelques semaines, ce projet sera inauguré en grande pompe. 300 000 mètres cubes d'eau vont atterrir à Yaoundé. Non, il faut aussi qu'on donne l'information parce que nous sommes des journalistes. Nous suivons. Ce projet a fait pratiquement une dizaine d'années. Et on en a souffert. Et il faut comprendre que la reprise en main de ce secteur aujourd'hui peut permettre d'avoir un ouf de soulagement. Oui. Parce que lorsque vous avez vu les grands tuyaux, qui ont été posés dans la ville de Yaoundé, qui viennent depuis le fleuve Sanaga, hein, et ils sont déjà raccordés au réseau de Yaoundé. Oui. Et la station de pompage, d'ailleurs, est déjà construite à Nyom. Elle est totalement achevée. Ce sont des choses qu'il faut dire aux Camerounais pour faire comprendre que les problèmes ont un temps. Les problèmes ont un temps. Et il y a un temps de solution. Et quand le temps de solution arrive, on est dans la plénitude. Et c'est la même chose avec les nids de poules. On en parlera plus d'ici quelques mois, Blériot, si les 13 milliards et demi sont posés sur la table. Les maires en ont pris l'engagement d'ailleurs. Ok. Olivia, vraiment, je vais dire deux choses. Lorsque dans votre maison, le papa frappe sur un enfant et que son frère vient se moquer de lui, que blague, c'est que c'est un mauvais frère. Ouais. C'est que ce frère commence à avoir les germes de sorcellerie. Donc, s'il est né M. Mbonjok, ici, sur le plateau, si mon aîné, parce que n'est pas le si mon aîné sur le plateau, voilà, effectivement. Si mon aîné sur le plateau, c'est que
beaucoup de Camerounais pleurent par manque d'eau. Et il vient, il vous dit beurre, ça veut dire que c'est pas un bon avis. Il donne de l'espoir. Deuxièmement, Olivia, il y a une différence entre le bilan et le rapport. Le rapport, c'est un constat. Très belle nuance. Le bilan est une équation. Ce qu'il présente, c'est un rapport de ce qu'il voit. Tandis que le bilan, c'est l'équation entre ce qui existe qu'on croise avec soit le potentiel, soit le besoin pour avoir un résultat. Au Cameroun, donc, entre la disponibilité naturelle dont on jouit, c'est-à-dire le bassin hydrographique, et les travaux qui sont faits, qu'il présente aujourd'hui, quel est le résultat qu'on obtient? Est-ce qu'on a une satisfaction même à 30% de la demande nationale? Non, par conséquent, c'est un échec. C'est justement ça le problème. Qu'il s'arrête à présenter le rapport. Mais si on rentre dans le bilan le concret de la gestion de l'eau au Cameroun, entre l'eau disponible naturellement, entre les cours d'eau et leur répartition au Cameroun, entre le besoin populaire grandissant, entre la masse nationale qui s'accroît et ce qu'on a comme résultat, nous sommes dans une politique qui a échoué depuis très longtemps. Il faut avoir vraiment que permettez s'il vous plaît, je vais passer la parole. Danado Basson, s'il vous plaît, merci. Allez-y, patriarche, exprimez-vous. Je voudrais d'abord poser une question. La Sananga existe à côté d'Aouli depuis combien d'années? Depuis que vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce que ceux qui sont là ont fait? Et ils sont là depuis longtemps, depuis des décennies. D'un et de deux. Vous n'avez pas suivi ces travaux. Ça dure depuis Matousalem. Et ensuite, ce qu'il y a de grave, c'est que dedans, il n'y a pas d'ingénieur camerounais, il n'y a pas de cadre camerounais. Résultat de course, lorsqu'il y aura un problème, même lorsqu'on aura eu déjà de l'eau ici, il va falloir faire appel à ceux qui ont fait cette affaire-là. Et nous avons vécu le même cas avec là où il y a l'Assemblée aujourd'hui. Vous appelez, je ne sais pas comment vous appelez. Palais des Verts. Palais des Verts de Mouekele. C'est resté longtemps sous la domination de ceux qui l'ont construit. Parce qu'il y avait le moindre incident, il fallait chercher ceux qui l'ont fait. Et aujourd'hui, ceux qui ont signé votre histoire de la Sanagala, ils n'ont pas pensé qu'on doit faire un transfert de technologie. Et après, on va nous présenter ça comme une réalisation. Non! Et mon grand frère, M. Mbonjok, nous dit que la centrale de pompage a été établie à Nyom. Moi, j'ai vécu à Nyom. Au moment où je vous parle, mon père est à Nyom. Il me regarde sûrement. Il n'y a pas d'eau à Nyom depuis 2 semaines. Il n'y a pas d'eau à Nyom. Mais je ne sais pas de qui a l'eau, mais la station est là. Il n'y a pas d'eau à Nyom. Il n'y a pas d'eau à Nyom. Monsieur Blaise Moussa, il n'y a pas d'eau à Nyom. Il n'y a pas d'eau au Libya. On ne pleure plus. Non, je crois qu'on va prendre une autre actualité. Il n'y a pas d'eau à Nyom. Donnez-nous l'eau à Nyom, c'est ce qu'on veut. Bernardo Basson, je crois qu'on va prendre une autre actualité parce que j'en avais 3 sur ma liste aujourd'hui. On veut l'eau à Nyom. C'est aussi une grande actualité. On a vu la majorité des quotidiens et bi-hebdomadaires aussi l'ont évoqué. Il y a Terre Promise, l'avocat, l'Afrique Performance. Il s'agit de cette affaire qui oppose l'homme d'affaires, Baba Dampoulou, à une compagnie sud-africaine. On a vu comment le Cameroun soutient son enfant. On a vu cette médiation que le président de la République a initiée auprès de son homologue Cyril Ramaphosa. Pierre Birou-Niemek, votre regard? Oui, mais une nation normale doit avoir une diplomatie qui défende les intérêts des enfants qui investissent ailleurs. Faut-il le dire, Baba Dampoulou est camerounais, mais c'est l'un des hommes les plus riches d'Afrique noire francophone. Il n'a pas ses investissements qu'au Cameroun, il les a partout dans le monde et en particulier dans un pays qui est frère, l'Afrique du Sud. La forme d'apartheid dont il est victime, parce que j'appelle ça un apartheid économique. Justement, quand vous parlez de ça, ça me rappelle cet éditorial que j'ai écouté ce matin. On va dire une sortie très fracassante à la CRTV. C'était vraiment très violent. Oui, c'est une forme d'apartheid économique. Vous savez, les gens qui ont vécu la violence ont tendance à reconduire souvent la violence. L'Afrique du Sud a vécu sous un système ségrégationniste violent. Et on se serait attendu que les Sud-Africains noirs
comprennent que nous sommes une seule nation en termes de peuple noir. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains se plaignent de la manière dont les Noirs non sud-africains sont traités en Afrique du Sud. C'est vrai. Et je crois que c'est des atavismes hérités De l'apartheid. Ouais. Le président Paul Biya a déjà bien fait d'envoyer une diplomatie discrète auprès du président Ramaphosa. Mais l'État du Cameroun doit faire plus. Je crois que la saisie des biens sud-africains, parce que MTN est aussi un bien sud-africain qu'on est allé nous ramasser là-bas. Je crois que quand vous voulez faire du mal à l'enfant du voisin, rassurez-vous que vos enfants sont tous rentrés à la maison. Si vos enfants sont encore dehors, le voisin peut aussi attraper un de vos enfants qui est dehors. Je crois que, menace pour menace, que l'Afrique du Sud se comporte bien. D'accord. Si elle ne se comporte pas bien, je crois qu'on pourrait prendre facilement 500 milliards à MTN et donner à Baba Dampulo. Comme ça, ça va équilibrer les choses. Rapidement, Bernardo Basson, votre avis? Oui, je ne serai pas loin de M. Niemek. C'est-à-dire, je pense que ça doit se gérer de façon diplomatique. C'est vrai, on est déjà en contentieux. Baba Dampulo a un nombre incalculable de contentieux à Douala. J'ai un frère qui est au tribunal là-bas, avec qui je discute souvent. Je trouve quand même que c'est assez excessif. Et que l'Afrique du Sud ne cherche pas à être zélée. Nous sommes frères, nous sommes amis, nous sommes plus ou moins voisins. Et nous sommes communautairement noirs. Il faudrait qu'on résolve ça de manière diplomatique. Vraiment, si on nous fait du mal là-bas, nous aussi, on peut quand même attraper le coup de MTN ici au Cameroun. Oui, cette affaire est une affaire très grave. Parce que MTN a bénéficié, j'allais dire, de l'antipatriotisme camerounais. Parce que c'est Camtel qui avait tout en main. Et c'est Camtel qui a tout donné à MTN. Et MTN lutte depuis la création de Nextel. MTN lutte contre Nextel. Et il y a eu des choses extrêmement graves dont je ne veux pas parler ici. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons l'impérieux devoir, nous, de défendre Baba Alhaji Dampulo. Parce que nous devons avoir au moins une compagnie de communication. Et nous ne l'avons pas aujourd'hui. Parce que on a tout bazardé. Nos frères qui ont tout donné, je ne donne pas de nom, tout le monde sait comment ça s'est passé. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps que la justice s'applique. Et la justice s'applique. Vous chutez. Il faut défendre les intérêts camerounais qui sont des intérêts de Alhaji Baba Dampulo. Samuel Bonjour. Non, moi je pense que pour une fois, il faut féliciter le gouvernement pour avoir pris la bonne mesure de protéger l'un des plus gros investisseurs camerounais, que ce soit à l'échelle nationale, que ce soit à l'échelle internationale. C'est la plus grande fortune d'Afrique noire, quand même, Baba Dampulo, francophone. Donc je crois que maintenant la justice a tranché. Les Sud-Africains, MTN, ne peuvent que... En fait, personne ne va jamais accepter les décisions de justice sans se débattre. On ne peut pas fouetter un enfant et l'empêcher de pleurer. MTN est juste en train de faire ses jérémiades et je crois que la justice a tranché et la justice doit rester ferme. Maintenant, ils ont l'occasion de faire appel, que ce soit dans une juridiction supérieure à celle du Cameroun. Mais je crois que si la justice a tranché, c'est en connaissance de cause et c'est certainement en réparation du préjudice qui a été causé. Merci. Moi, je ne peux pas en dire plus parce que c'est une affaire assez diplomatique et il est question de protéger. Vous avez eu des problèmes avec les Vietnamiens. Non, c'était pour revenir, pour faire comprendre que pourquoi on cherche toujours des problèmes à cet homme d'affaires. Si ce n'est pas les Vietnamiens, ce sont les Sud-Africains, et ainsi de suite. Donc il faut s'interroger là-dessus. Monsieur le commissaire, je crois qu'on va prendre les réactions. On a suffisamment déjà épilogué. On a besoin de connaître les avis des téléspectateurs. Okay. Je commence donc par cet avis. Bonjour Olivia. Ce matin, je préfère ne rien dire puisque l'AVC est gratuit au Cameroun, mais le monsieur en costume là
à côté là doit savoir que les Camerounais n'ont pas besoin de rapports écrits, mais ont besoin de résultats concrets. Dans le cas contraire, bref, Monsieur Niemek et Bernardo, merci pour tout. Grâce à vous, beaucoup de choses vont changer. Je le crois, ma prière est de voir Monsieur Niemek au sommet de l'État un jour. Le message n'a pas été signé. Exposé par Monsieur Niemek. Bonjour Olivia, très belle émission, mais les analyses de la revue de presse nous fatiguent. Ça prend plus de temps que prévu, sauf si c'est manière à toi de présenter une fan de l'espace minier depuis Douala. J'aime Monsieur Niemek et j'adore Monsieur Basson. Alors. Bonjour à vous sur le plateau. Je voulais juste dire que l'unité de mesure des projets du Cameroun, c'est le milliard seulement pour fermer les trous. Mieux, on arrange une fois les routes, alors on paye les factures d'eau sale au Cameroun. Bonjour Olivia, franchement, félicitations pour l'émission. Bref, on va prendre. Tu es la meilleure. Besoin d'éloges. Pourquoi tu rougis quand tu parles à Bernardo? Vraiment, les téléspectateurs ont tous des problèmes. Bonjour Madame Rossal, à votre plateau. Ce problème doit être une honte pour ceux qui dirigent ce pays. Figurez-vous, jusqu'ici à Econou, au Camp Sable, on n'a pas eu d'eau depuis octobre 2021 et ce gouvernement est surpris que le choléra décime les populations camerounaises. Ils ont échoué. Blaise Pascal Lonti, Econou. Je prends sur ce plateau. Je rappelle que si vous nous rejoignez pour la première fois ou si vous nous regardez aussi pour la première fois, voilà, c'est votre émission Espace Minier diffusée sur les antennes d'Info TV de lundi à vendredi entre 10h et 11h52. Il est déjà bien installé, l'homme de la dénonciation. Je l'appelle le sucre national. Rebonjour Bernardo Basson. Bonjour Et Olivia. qu'est-ce que vous dénoncez ce matin? Aujourd'hui, un jeune homme dénonce le comportement de ses parents qu'il trouve irresponsable par ma voix. Le jeune homme est issu d'une famille de 4 enfants. Et bien sûr, il est avec ses parents. Et il a bien fait ses études. Dès l'âge de 16 ans, ses parents n'ont plus eu de moyens pour le scolariser. Il a commencé à faire les petits travaux, il a pu se scolariser et il a pu décrocher un travail dans une belle banque. C'est un Togolais. Il vient du Togo. C'est un Togolais dans une belle banque. Et à mesure qu'il avançait, parce qu'il a 26 ans aujourd'hui, ses parents lui ont dit, écoute, dans la famille, on nous dit que nous n'avons fait que 4 enfants. On voudrait un 5e enfant. Et il a dit à sa maman, mais si tu veux faire un enfant, moi je t'en empêche pas. Si tu es encore en âge d'accoucher, vas-y, accouche. Sauf que sa maman donc a fini par devenir nouvellement maman d'un nourrisson. Et la maman lui impose à lui de s'occuper intégralement du nouvel enfant, motif pris de ce que elle s'est occupée de lui jusqu'à ses 16 ans et elle estime qu'il devrait le lui rendre en s'occupant de son dernier petit frère qui est né et qui a désormais 9 mois. Il estime donc que pour lui c'est excessif de lui imposer une telle charge, qu'il est bien disposé et disponible pour contribuer régulièrement, mais pas d'en faire une charge complète parce qu'il a également sa famille à construire. Donc il aimerait que les démineurs en parlent ce matin afin qu'on lui donne nos avis sur ce sujet. Il demande que les démineurs en parlent ce matin afin qu'on lui donne nos avis sur le sujet. Je vais tout d'abord prendre l'avis de notre patriarche, notre sage que nous recevons sur le plateau. Oui, c'est dommage. Lorsque vous avez des faits comme celui-là, vous comprenez que nous n'avons plus d'identité. Parce que en Afrique, et particulièrement au Cameroun, moi, on m'a élevé en me disant, quand la mère a la bouche espère. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, dans une communauté, avoir quelque chose et que les autres soient dans le besoin. Et quand on demande à quelqu'un de s'occuper, il est vrai que peut-être les termes étaient assez excessifs. Entièrement, ça veut dire que personne d'autre ne pouvait acheter quelque chose à son petit frère. Je crois que la mère est allée très loin, mais cependant, c'est un devoir familial. Surtout qu'en Afrique, lorsque vous avez dans la famille quelqu'un, c'est une charge lourde, bien sûr. Lorsque vous avez quelqu'un qui a des moyens, c'est dommage, il est obligé de temps en temps de mettre la main dans la poche et de faire quelque chose. Ce n'est pas souhaitable, mais étant donné que l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui, que nous devons être riches, mais nous sommes pauvres, malgré la richesse de notre continent. Donc, je dis ceci, que les termes soient au moins réduits et que ce monsieur s'occupe de son petit frère, qu'il s'occupe de son petit frère
et que la mère... Qu'il s'occupe par devoir moral ou alors parce qu'il... Non, parce que c'est son petit frère, c'est le même sang. C'est pas par devoir. C'est ça. Encore une fois, moi, on m'a dit, mon en étonne, ça veut dire ton frère est comme le sang de ta la langue. langue. Ça veut dire que vous ne pouvez pas cracher complètement ce sang. Que vous le vouliez ou non, vous allez en avaler. Ça veut dire quoi? Que le lien est indélébile. C'est pour cela que je demande très humblement à ce monsieur de s'occuper de son petit frère. Ça ne fera pas de lui, il ne deviendra pas pauvre parce qu'il s'est occupé de son petit frère. Au contraire. Samuel Bonjok, vous êtes de l'avis du patriarche. C'est certainement une sagesse qu'il nous donne là. Oui, effectivement, le grand frère doit s'occuper de son petit frère, quitte à ce qu'il sollicite l'accompagnement de sa maman. Ouais. Si sa maman lui confie déjà son petit frère comme Mais elle oblige en comme fait. charge, Ça, c'est comme une contrainte. oui, bon, peut-être que ça dépend de la manière avec laquelle il perçoit cette obligation, il perçoit cette sollicitation. Ça peut aussi être une sollicitation que lui, il a peut-être transformée en obligation. Maintenant, on peut se demander où est le père de l'enfant. Est-ce que le père de l'enfant, c'est son père? Est-ce que sa mère allait faire l'enfant avec un autre homme dehors? Autant de questions, mais je crois que quelle que soit la formule, c'est son père. voilà, pire encore si c'est son père, c'est son frère, totalement. Donc, je suppose que ses parents sont déjà presque amortis. Parce que s'il parle de la dernière, le dernier enfant de sa maman, ça veut dire que la maman est déjà presque dans la ménopause, ou proche de la ménopause. Donc, elle est déjà un peu amortie. Il peut prendre le relais. Et moi, je crois que les familles africaines doivent se soutenir dans ce sens-là et essayer de se serrer les coudes. C'est vrai que peut-être parce qu'il n'a pas eu le même soutien, peut-être c'est cela qui peut le révolter, parce qu'on a bien dit que ses parents ont arrêté de s'occuper de lui à 16 ans. Oui, Il s'est battu seul. C'est peut-être cette période-là qu'il a un peu révolté et il estime qu'il n'a pas le devoir de s'occuper des autres. Mais on le fait toujours comprendre dans nos familles qu'il faut... malgré les complications qu'on peut vivre dans la vie, il faut toujours pouvoir tendre la main aux autres. C'est ça la famille Merci africaine. Samuel Bonjour. Je vais passer la parole à Pierre Béron-Niemek. C'est aussi l'un des sages de ce plateau pour qu'il nous colle son avis sur la dénonciation de Bernardo Basson. Quand mon grand-père Niemek Pierre Blériot allait en Balmayo en 42, on l'a appelé au village, on lui a donné les enfants du village. On dit, tu pars en Balmayo, voici tes enfants. On ne lui a pas demandé. Ouais. Tu prends les enfants-ci, tu pars en Balmao, tu les élèves. Donc, votre Togolais là, on lui donne seulement son frère, il élève son frère. On n'a pas à lui demander s'occuper entièrement ou pas entièrement, ce n'est pas la question. C'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Même si on l'a éduqué seulement pendant 3 mois, il est né dans une famille, il va assumer les membres de cette famille. Et le lien de famille l'oblige à faire cela. Je n'entends pas votre chose de devoir moral. Il n'y a pas de devoir moral là-dessus. On lui donne son petit frère, qui est l'un de ses enfants, parmi les autres enfants qu'il a à la maison. Donc, il faut qu'il intègre déjà. Lui-même, il a déjà combien d'enfants? Il n'en a pas encore. Voilà. Il est pingre. Mais vous êtes un peu dur. Non, il est pingre. Il n'a même pas encore d'enfants. Voilà. Qu'il pense déjà à ça. On dit qu'il a, on a précisé qu'il a un bon boulot. Dans une bonne banque. Et donc, il réfléchit sur le fait de prendre son petit frère et de s'en occuper entièrement. Il commence à être chiche à 0 enfant. C'est compliqué. Il sait que nous, on a élevé combien d'enfants. Il prend son petit frère. S'il ne prend pas son petit frère, il sera maudit par les parents. Il prend le petit frère, il l'élève comme son enfant. Il n'a rien à demander aux parents. Au contraire, il continue aussi d'envoyer de l'aide aux parents. C'est comme ça que nous on vit. Votre vie occidentale là-bas, c'est autre chose. Nous ici, les Blancs, c'est comme ça. Nous, on te donne tes frères, tu élèves tes frères. Si tu en as les moyens. Effectivement. Juste en quelques secondes, s'il vous plaît. En quelques secondes, il faut dire que nous ne sommes plus africains. Nous ne sommes plus africains parce que dans l'Afrique, la vraie, au Cameroun, par conséquent, un enfant n'appartient pas seulement à ses parents biologiques. Ouais. C'est comme ça que c'était. C'est même pour cela qu'il n'y avait pas de problème. Je vous donne un exemple en passant. Le professeur Marcin Torah était mon oncle, même le professeur Noah Innocent. Quand ils partaient du village à Ndama pour la France, c'est tout le village, pas seulement les parents.
on les a assis. Allez, qu'il ne vous arrive aucun malheur. Celui qui vous cherche noir, le mal retourne contre lui et chacun participe. C'est ça l'Afrique. Merci. Merci, patriarche. Rapidement, Bernardo Basson, votre avis sur votre dénonciation? Oui, je veux dire deux choses. Ouais, la première, c'est que en m'interpellant sur un tel cas, il a fauté. Parce que les problèmes de famille ne s'exposent pas. On dit vulgairement que le linge, ça se lave en famille. Si jamais tu es en danger de mort, c'est là où tu peux rechercher de l'aide à l'extérieur. La deuxième chose, ici peut-être il va comprendre, peut-être il pourra mieux traduire que moi. Dans le Saimbok, on dit Linyang, li jora, li jela toriara. Monsieur Yemek, si vous pouvez, je peux peut-être rater l'expression, mais ça veut dire les frères se bagarrent, mais mangent avec la même cuillère. Lorsqu'on a une souche comme la famille, pas les familles afropéennes ou européennes, la famille africaine, le problème de l'un, c'est le problème de l'autre. Chez nous encore, on dit ça veut dire que les co-épouses même souvent s'entretuent, mais écrasent à la même pierre, comme on ne peut pas empoisonner. Merci. Ça veut dire que ton frère, c'est toi. Merci Bernardo Basson. Je prends quelques avis. On a là ce message qui... Bonjour Olivia, si moi je parle des choses de ce pays, peut-être on va enfermer Yvan de Loncac. Olivia, comment c'est possible que tu sois encore célibataire? Si elle a fait l'enfant, ce n'est pas pour que son grand frère s'occupe de lui vraiment. Oui, il peut penser à s'occuper de son frère, mais vous ne devriez pas l'imposer. Cela n'est pas bon de forcer quelqu'un à s'occuper d'un autre. Il devrait le faire par devoir. Yvan de Loncac. C'est un blanc à la peau noire. Bonjour à tous les plateaux d'Espace Miné. Un bonjour spécial à tout mon sucre privé Bernardo. S'il est capable qu'il le fasse, la main qui donne reçoit, et c'est comme ça en Afrique. Tu es le grand frère, tu dois prendre soin de ta famille et surtout de ton petit frère. Brenda depuis Odia. Bonjour Olivia et à ton panel, je ne partage pas l'avis du patriarche sur le plateau. Où est le père de cet enfant? Comment la mère fait un dernier enfant avec un père irresponsable? Non, Bernardo a dit que c'est son frère de sang. C'est le papa et la maman qui vont faire un dernier enfant. Même si elle avait même peur avec quelqu'un d'autre, il allait s'en occuper. Le jeune doit contribuer pour la croissance de son cadet, mais cela ne doit pas se faire de manière obligatoire. Malheureusement, comme on le dit, toujours le lit du pauvre est fégant. Je prends ce dernier avis. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. Mes préoccupations vont à l'endroit du monsieur en veste qui vient de prendre la parole, qu'il nous cite un seul pays en Afrique qui a un problème criard d'eau comme le Cameroun. Le projet d'eau de la Sanaga, c'est depuis le début de l'année qu'on en parle et ils ont toujours dit dans les 2 semaines qui suivront, il y aura. Moi, je pense pas comme cela. Je sais pas trop ce qu'il voulait dire. Comme lui, qui ont fait couler le Cameroun et faire échouer le projet de société du président Irène depuis Kribi. Voilà, je l'analyse. Mais permettez-moi, chers téléspectateurs, de prendre encore quelques avis, 2 ou 3, avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour, chère petite sœur Bossal. Ok. Concernant la dénonciation du jeune frère Basson, ok. Je dirais que ce jeune Togolais s'occupe de son dernier frère, ok. S'il est l'aîné des garçons, cela sous-entend qu'il est le chef de famille, ok. S'il ne le fait pas, qui doit donc faire cela? Et si c'était l'enfant d'une petite qui n'est pas le sien, devrait-il le faire? Good day, Rodriguez Moreno, depuis New York. Bonne nuit. Je vais prendre cet autre message. Bonjour Olivia, je suis d'accord avec Blériot. Votre petit frère est votre premier fils. Elvis de Douala. Bonjour Olivia Bossal et tout ton panel. Un bonjour particulier au Dalai Lama Blériot Niemek. Je vous jure que ce que le monsieur en veste noire du RDPC, bref... Je crois que ça c'est un message il est déjà très long. Bonjour au panel, ma contribution à ce jour est de vous exhorter de nous épargner des messages fantaisistes du genre Olivia, tu es jolie. Rendez votre émission sérieuse en lui consacrant tout son temps sur des questions pertinentes. Au besoin, mettez quelqu'un au standard qui ferait le tri des réactions et le relais sur le plateau. Cordialement, Ngambarga Roger, parfait, depuis Goulemakong. Bonjour le plateau, Olivia dit à votre Togolais qu'il doit élever son frère. C'est pas une demande, mais Blériot dit à ce gars combien nous avons élevé avec en plus les soutiens par-ci, par-là. Donc, restons Bantou, c'est Val des Koundoum. Je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, ce matin, les démineurs reviennent sur l'insécurité qui va grandissante au Cameroun. C'est une question qui
participe beaucoup à entacher l'image de notre nation. Et ce matin, on se pose dans la question de savoir si le Cameroun peut réussir à en découdre avec ce phénomène. Et je vais commencer. Ma première question ira à l'endroit de Samuel Bonjob. Je vais faire un ramassis de chiffres. Je l'ai dit hier quand je présentais, je vous introduisais tout à l'heure, le Cameroun est classé 14e mondial et puis en Afrique, il est 3e derrière l'Angola et l'Afrique du Sud. On a comme l'impression qu'on revit une certaine période sombre une certaine époque. Je parle là de l'époque entre 1999 et 2000. Où l'insécurité avait atteint son apogée au Cameroun. Votre avis, Samuel Bonjour? Je veux rappeler qu'à cette époque, on avait les phénomènes des coupeurs de route, les agressions à main armée, les viols des femmes, les boutiques dévalisées, voilà. Donc j'aimerais avoir votre avis. D'après vous, quelles peuvent être les causes? Bon, premièrement, il faut faire déjà attention avec ces classements. C'est facile de rester sous d'autres cieux et puis de commencer à indexer. Ça, ce sont des chiffres officiels. Bon, peut-être officiels, mais je crois que ça dépend de qui fait ces classements-là. Le Cameroun n'est pas aussi dangereux que ça. Même s'il faut reconnaître qu'il y a des cas... Non, c'est pas qu'on dit qu'il est dangereux. On a ces chiffres-là. Non, c'est pas ce qu'on dit. On a l'impression que... Non, c'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas que le Cameroun est dangereux, mais on dit quand même qu'il y a, il y a beaucoup d'insécurité au Cameroun. Troisième à l'échelle africaine, c'est quand même grave ça, parce que je connais quand même des pays où, je ne vais pas les citer ici, de peur de créer des problèmes diplomatiques, mais où vraiment les Camerounais sont très mal agressés là-bas au quotidien, bastonnés et autres. Non, je voulais dire que pour être un peu plus dans ta thématique, oui, on a des problèmes d'insécurité et la solution est simple et elle est connue. Non, il faut que les forces de sécurité... Vous êtes déjà sur les solutions. Non, moi, j'aimerais comprendre les causes d'abord. Oui, les causes, effectivement. Je suis dans les causes. Okay. C'est parce que les forces de sécurité ne font pas véritablement le travail qu'il faut faire. Vous avez vu les classements de la CONAC et autres sont là pour interpeller à tout moment pour qu'on redresse le tir. Le corps le plus corrompu, plusieurs fois classé le corps le plus corrompu en matière de classement de la CONAC. Et si les gens sont corrompus, forcément ils ne vont pas bien faire leur travail. Les policiers sont en route, c'est pour assurer la sécurité. Mais ils sont là pour se préoccuper des dossiers, des taxis, devant les gens, à ciel ouvert, c'est un billet de 1000 francs qu'on met dans un... Et bon, je parle sur le commissaire de police, excusez-moi, oui, mais on fait un débat. Je vous prends le cas. Récemment, il y a une jeune dame, je crois qu'elle était du corps, elle s'est fait tuer, je crois, à Douala, à Mbopila, autour de 3h30. Oui. Est-ce que là, on peut directement relier cette affaire à l'inefficacité des forces de maintien? Mais oui, mais je ne veux pas... Bon, quand on va parler, vous savez, la grande muette, on n'en parle pas comme ça. Mais quand on est sur un plateau, il faut au moins tirer la sonnette d'alarme, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que les forces de sécurité se préoccupent beaucoup plus à la corruption, aux raquettes, qu'à faire leur travail. Moi, je suis allé à Douala dernièrement. Pour une réunion, on est dehors là en train de prendre un verre, mais à 22h, 23h, les patrouilles, ce qu'on appelle les patrouilles qui doivent circuler pour faire la sécurité des populations, se consacrent à aller de bar en bar pour prendre 2000. Imaginez-vous, on est en plein Daido, où les bars sont, à chaque maison, ce sont des bars. Donc, la voiture de la police est devant, la voiture de la gendarmerie est derrière. Curieusement, je ne sais pas si c'était une patrouille mixte, là, ils sont stationnés dans le bar. Le général vient donner 2000. Dès qu'il avance au prochain bar, la gendarmerie est derrière. Vous donnez 2000, vous avancez. Quand vous avez des unités de sécurité qui fonctionnent comme ça, parce qu'un commissaire a besoin d'avoir tel montant à la fin de la journée, un commandant de brigade a besoin d'avoir tel montant à la fin de la journée, et que le sommet des services de sécurité est au courant de tout ça. Ça s'est ouvert. Les Camerounais sont assis au bas, vous voyez, des deux, on est assis au goudron. Et ça se passe comme ça. Personne ne dit rien. Vous voulez que la sécurité soit assurée comment? Ok, merci. Donc, il faut dire qu'il y a cette insécurité parce que les forces de sécurité ont démissionné de leur mission régalienne, se sont rabattus vers la raquette et la corruption. Les rapports de CONAC en font foi.
toutes les années, on a des chiffres qui sont là, on a des noms qui sont là, on a des personnes qui sont épinglées, d'autres sont même déshabillées parfois. Mais ça ne freine pas la grande veille. Vous chutez. Sur les axes routiers, c'est la même chose. Vous chutez. Ok, je vais essayer de... C'est vrai que votre sortie, la réponse ne m'étonne pas beaucoup. Tant que ça, je vais la confronter à notre patriarche, l'ancien commissaire que nous recevons sur le plateau ce matin. Lui qui a été du corps, qui a servi la nation pendant de nombreuses années. Alors patriarche, est-ce que vous êtes d'accord avec Samuel Mbonjo qui remet en question le travail des forces de maintien de l'ordre? Il a en partie raison. Il a en partie raison. Il y a eu une telle déliquescence dans les services de maintien de l'ordre et de sécurité, ce qui fait que l'insécurité est là, règne. Mais seulement, il faut dire une chose, c'est pas tous les policiers ou tous les gendarmes qui sont pourris. Oui, non, là, on est d'accord. Il y a des gens dans ces services-là qui essayent de faire leur boulot. Mais malheureusement, je vous prends un cas pour me faire comprendre. Un gardien de la paix qui pour la première fois va en patrouille avec les anciens. Et il constate qu'à chaque fois on prend l'argent et puis au retour, chacun a la poche bien fournie. Qu'est-ce que vous croyez que ce gardien va prendre comme exemple? C'est ça qu'il va prendre comme exemple. Mais malheureusement, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir que devient la police de police. Vous en entendez parler? Non. Jamais. Pas du tout. Donc, je ne peux pas caresser, puisque j'ai vécu ce fait. Si la police à Yaoundé fait son travail, et votre insécurité va s'évanouir. Parce qu'aujourd'hui, la police a au moins ce que nous n'avions pas. Mais moi, je faisais ma sécurité avec ma caméra. Je vais à Avenue Kennedy, je prends la photo. Bon, je vous relance. Je prends un cas. Je crois que c'est soit fin d'année dernière, oui, on a assisté à une sortie violente et brutale. On les a baptisé les microbes à Douala. Vous pensez que la police aurait pu faire quelque chose pour empêcher une telle chose? On doit avancer. Pour maintenir la sécurité, il faut avoir un cran d'avance. On ne doit pas être au même niveau que les voleurs. C'est-à-dire que le policier doit réfléchir comment détruire ou défaire les gangs. Et je vous dis, si à Yaoundé, vous établissez par exemple la liste des voleurs qui, lorsqu'ils vont voler, même s'ils trouvent la porte ouverte, escaladent plus tôt. Parce qu'il y en a comme ça. Donc, moi j'ai fait le mode opératoire et de ceux qui escaladent, de ceux qui arrachent, de ceux qui... je suis devenu célèbre en moins d'un an. Parce que dès qu'on m'amène un cas, je vais voir comment ça s'est passé. Si il a escaladé, je ne me dérange pas, je m'en vais prendre un. Je lui dis, dis-moi, pourquoi tu as été... Il dit, non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Parce qu'il sait que je vais l'avoir. Mais aujourd'hui, le policier se préoccupe plus de ce qu'il tire de cette situation au lieu de maintenir la sécurité. Donc, il faut dire, les causes sont le fait qu'on a laissé faire. On a laissé faire et ceux qui, comme moi, ont essayé de s'y opposer, on leur a dit, monsieur, votre place n'est pas ici. Je peux vous citer les noms. J'ai des confrères en France qui ont été virés parce qu'ils ont osé s'opposer contre des gens qui étaient dans leur histoire d'homosexualité. Donc, ce qu'il faut dire, la sécurité peut être assurée. Elle peut être assurée. C'est d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des technologies qui permettent de surveiller la ville. Je sors par là. Monaco est un truc qui n'est pas plus grand que Biamassi. Ils ont 1500 caméras de surveillance. Vous ne pouvez rien faire à Monaco pour dire qu'on ne m'a pas vu. C'est pour cela que les banques sont tranquilles là-bas parce qu'il y a plein de banques à Monaco. À Douala, on a annoncé 4000 caméras de surveillance. On attend. Il faut que ces caméras soient là.
et qu'elle soit utilisée à bon escient et qu'on n'ait pas de patron de police. Je prends le cas de Douala. Le patron de la police à Douala est là-bas depuis plus de 15 ans, c'est pas normal. Ouais. Alors, Bernardo Basson, j'ai envie de poser la question, même pas, c'est-à-dire de constater que cette insécurité a forcément des répercussions sur le quotidien. Elle a forcément des répercussions sur le quotidien, Olivia, mais je n'ai pas la même lecture que les deux précédents copanélistes. Il faut bien circonscrire le rôle de la police, ou du moins des FMO. Les FMO n'ont pas pour rôle d'éradiquer la violence. Ils ont pour rôle d'encadrer et de réguler, parce que la violence est une réalité qui est endogène et intrinsèque à la société et à la nature. On parle de sûreté nationale. L'insécurité se manifeste par quoi? Par la violence. Ça veut dire que il faut intégrer que les hommes seront toujours violents, qu'on le veuille ou pas. On sera toujours en insécurité. Et la police, du moins les FMO, les policiers pour justement réguler, parce que l'insécurité participe d'une économie sociale. S'il n'y a plus d'insécurité, la police ne sert à rien. Réguler, ça veut dire empêcher qu'il y ait le débordement, parce que s'il n'y a plus d'insécurité, la police ne sert plus à rien. La gendarmerie, pareil. Et contribue à l'économie sociale. Permettez que Bernardo donne son opinion. Ce que vous pouvez penser ou imaginer, ce n'est pas insultant de le dire. Maintenant, le problème est, premièrement, l'absence de contrat social au Cameroun et le divorce des rapports entre les individus et l'administration centrale. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes n'ont pas une bonne éducation. Les jeunes n'ont pas une bonne instruction. Ils n'ont pas une bonne formation. Cela laisse naître en eux des poches de révolte et de rébellion qui les poussent à ne plus se contrôler. Mais comme ils n'arrivent plus à se contrôler, il faut donc des personnes qui les maîtrisent. C'est là la grande question. Que la police a pour rôle de réguler. On peut éradiquer la violence en l'homme, c'est utopique que de penser comme ça. Nous avons là donc, un ancien commissaire, c'est-à-dire l'état du corps, il nous fait savoir que, permettez, je suis juste en train de relancer Bernardo, il nous fait savoir il relève lui aussi l'inefficacité des forces de sécurité, mais vous parlez... Je commence par dire que la police agit en conséquence, et elle peut agir en prévision. Le problème de base, c'est que le jeune commence à 3 et 4 ans. Comment est-ce qu'on l'éduque? Quel est son environnement de base? Comment est-ce qu'on le forme? Qu'est-ce qui naît en lui? Comment sont ses parents? Qu'est-ce qu'on lui propose comme projet de société? C'est donc lorsque le divorce se crée à ce niveau-là que les jeunes deviennent violents et créent l'insécurité. Donc si on résout le problème social, la sécurité forcément va se réguler. La police vient agir en aval, pas en amont. Je vais vous relancer tout à l'heure, Patriarche. Permettez d'abord que je donne la parole à Pierre Biro-Niemek. Alors, le consultant, je vais vous poser une question vague. Pensez-vous que le Cameroun peut vraiment en découdre avec l'insécurité? Est-ce que le Cameroun veut en découdre avec l'insécurité? C'est ça la grande question. Bon, si le Cameroun veut, il peut, mais il ne veut pas. Il n'y a pas de vrais bandits au Cameroun. Il y a des bandits fabriqués. Remarquez simplement que quand la police et la gendarmerie, ne mettons pas, faisaient des patrouilles dans les quartiers, les jeunes se cassaient. Oui. Des lieux où les gens consomment les drogues fortes, jouent au jeu de hasard en misant de l'argent, vous verrez que quelquefois on fait des patrouilles et quand on se retrouve là, au lieu d'embarquer ces joueurs-là, on se met à causer avec eux. On les raquette. Moi, je ne sais pas ce qu'on fait, mais moi j'ai souvent vu qu'on causait avec eux. Ancien Camille là. Et qu'après, les gars qui jouent là, après la causerie, on les connaît. Les jeunes restaient. Moi, j'ai terrorisé les jeunes de mon quartier. Seulement, j'ai arrêté de le faire parce que ce n'est pas mon travail. Des fois, vous faites venir la police, on arrête les jeunes, et vous revenez le lendemain, les jeunes sont rentrés au quartier. Vous savez, si j'étais le genre qu'on peut intimider, on va te tuer, on va te poignarder, il y a longtemps, vous ne m'auriez pas connu. Mais ce n'est pas mon travail, donc du coup, on laisse faire. Ce que Bernardo a essayé de vous dire en parlant de la situation sociale, je crois qu'au Cameroun, les gens s'entendent pour dire que si on gère mal les problèmes sociaux du Cameroun, il faut laisser les Camerounais s'auto-gérer entre eux. C'est-à-dire que on sait qu'il n'y a pas d'emploi, il y a de la pauvreté. On dit, bon, on va laisser que les bandits voler un peu. Il ne faut pas qu'ils volent beaucoup. Mais s'ils volent un peu, ils arrêtent les sacs, les téléphones. On laisse ça comme ça, c'est leur manière de se débrouiller. Comment comprendre que chaque fois qu'on arrête des jeunes, des voleurs, on les amène dans les brigades et autres,
quand vous êtes en enquête, hein, vous avez posé une plainte quelque part, vous êtes assis, vous suivez sur la table d'à côté tel parent qui est en train de négocier l'affaire de son enfant qui a volé. Bon, il y a un téléspectateur qui pose une question, Pierre Blériot, je vais vous relancer avec. Il dit, bonjour madame, pensez-vous que les éléments de la police peuvent travailler avec le trafic d'influence que vivent certains sur le terrain? C'est ce qu'il essayait d'évoquer déjà. Oui, le trafic d'influence sur les policiers vient de qui? Des autorités judiciaires, c'est-à-dire de la chaîne judiciaire, pas extrajudiciaire. Patron, Voilà. Parce que le policier est l'auxiliaire du procureur. Alors, Ok, d'accord. c'est de là que viennent ces influences-là. Donc, si on veut régler le problème de l'insécurité, on le règle, mais il faut en même temps, et là je souscris en partie à l'analyse de Bernardo, il faut libérer les énergies des jeunes. Il faut permettre aux jeunes d'avoir des divertissements attrayants. Il faut leur permettre d'avoir des revenus. Tout à fait. Il faut que les vieillards de 90 ans arrêtent d'être employés au Cameroun. Donc, si Il on faut veut- créer de la richesse. Vous voyez un grand-père aujourd'hui, ses petits-fils vivent chez lui et c'est lui qui va au travail. Il faut donner du travail à la jeunesse, elle en a besoin. La vertu que nous voulons pour ce pays, elle se pratique avec un minimum. Lorsque vous affamez, si vous avez affamé vos enfants, un chien affamé peut-il être un chien normal qui ne vole pas? Non, justement. Il va être un chien qui vole, mais on peut le taper. On peut l'empêcher de voler, on peut le violenter, on va le sauf tuer. qu'il va mourir à terme. Voilà. Non, sans valider, en incriminant les voleurs, il faut rendre... Moi, je voudrais qu'on tue les voleurs dans une société qui donne à manger à tout le monde. Voilà. Vous comprenez? On donne à manger à tout le monde. C'est que même dans ces pays développés où on mange bien, on dort bien, il y a des voleurs là-bas. Non, ces pays ne sont pas des modèles. La police. Permettez Non, que évitons la généralisation. Ces pays ne sont pas des modèles. Celui qui vole, la Bible le dit, hein. Je vais commencer à faire comme Elimbi Lobeveni souvent. La Bible dit que celui qui vole pour manger n'est pas condamnable. C'est-à-dire que si vous poussez quelqu'un à la famine extrême et qu'il est obligé de voler pour manger, vous voulez le condamner à quoi d'autre? Puisque lui, il est déjà mort. Je dis que je veux qu'on tue les voleurs dans une nation qui donne à manger et à boire à ses enfants. Tout à fait. Et c'est ce que je voulais Et dire. donc les enfants qui ont les esprits diaboliques, on s'en débarrasse. Allez-y. Je Bernard. voulais justement sortir en disant que on ne peut pas, dans un environnement normal, promouvoir l'insécurité et en faire une norme. On devrait la combattre, la repousser, l'éloigner. Mais en tenant compte de ce que la cause profonde est à deux niveaux. La première, c'est que ces enfants qu'on laisse grandir anormalement deviennent des policiers et des gendarmes. Ils ne sont pas martiens, ceux qui sont gendarmes. Ce sont ces jeunes qui, pour beaucoup, sont violents, sont toxiques, sont violeurs et qui ne subissent pas forcément tout ce que doit produire le nettoyage de la formation. Certains en sortent par la formation, d'autres pas. Donc beaucoup de policiers également ou de gendarmes sont pervers, sont inclinés. Deuxièmement, c'est que lorsqu'il n'y a pas plus dangereux que celui qui n'a rien à perdre, quand un jeune n'a rien à perdre, il devient dangereux. Il n'a pas à manger, il n'a pas de travail, il n'a pas de santé assurée, il n'a rien à perdre. Pour lui, mourir devient un exutoire et donc il devient agressif et violent. Justement, lorsque je faisais, également. permettez, lorsque je faisais des recherches, certaines études le révélaient effectivement Voilà. que c'est le fait de certaines difficultés. De n'avoir rien à perdre. Effectivement. Il estime que, ok, je me lâche. Si on me tue, je suis mort, c'est bon. De toute façon, je suis toujours mort. Parce que je finirai par mourir de faim ou par mourir par les balles. C'est Saouleux sur le plateau. Hein. Saouleux, je vais rapidement vous passer la parole. Oui, Après oui. votre intervention, je vais prendre quelques avis des téléspectateurs. D'accord, je crois qu'on mélange les genres. Les services de sécurité et de maintien de l'ordre n'ont rien à voir avec l'éducation. Nous mélangeons les genres. Leur travail, c'est d'empêcher qu'il y ait des agressions physiques, qu'il y ait donc cette insécurité. Ceux qui doivent faire ce travail, on doit s'adresser à eux. Et notamment, demander aussi que la justice fasse son boulot. Justement, je crois que c'est à eux que Bernardo. Je vais vous dire, malheureusement, le jeu est haïssable. Ceux qui me connaissent et qui m'écoutent aujourd'hui savent que lorsque je passais avec ma voiture, j'ai dit passer la voiture dans un quartier, les bandits se couchaient. Il dit le commissaire X s'est passé, donc il mijote quelque chose. C'est que ce qu'on appelle la peur du gendarme. C'est ça le rôle de la police et de la gendarmerie. Parce que justement, on ne comprend pas aujourd'hui. Vous allez voir un bandit, lorsqu'il est arrêté, il vous nargue en fait.
Il est le premier à tapoter le mais policier. Mais il avait le commissaire, vous parlez de quoi? Non seulement, parce que c'est que l'autre, on va l'envoyer au parquet. Il va t'arranger, et vous allez le retrouver au quartier quelques temps après. C'est ça le véritable problème. Notre justice doit faire son travail. Et cette justice ne fait pas le travail. Je sors par exemple, vous donner un cas. Un de mes frères était mort, il a laissé une veuve, et cette veuve avait des enfants, et un des enfants est revenu tuer sa maman en escaladant. Après avoir tué sa maman, a entraîné le corps derrière, a couché avec le cadavre de sa maman. Vous savez quelle est la peine qu'il a pris? Non. Je n'ai pas voulu crier dans la salle, puisque c'est moi qui représentais la famille. Le président a trouvé des circonstances atténuantes. Là où il n'y a que deux peines, la perpétuité ou la peine de mort. Ou la peine de mort. Et le président du tribunal lui a trouvé des circonstances atténuantes et lui a donné 25 ans de prison, alors que le monsieur a 19 ans. Il va ressortir à quel âge? Bon, Samuel, en quelques patriarches, les forces de maintien de l'ordre n'ont pas à faire l'éducation. Ok, bon, en quelques secondes seulement, le temps de prendre les avis des téléspectateurs. Quelques secondes. Vraiment, en quelques secondes, c'est que les forces de sécurité doivent faire leur travail, et leur travail, c'est de maintenir l'ordre et c'est d'éviter qu'il y ait de l'insécurité. Ouais. Il y a de nouvelles technologies qui sont là. On nous a célébré en grande pompe l'arrivée de 4000 caméras de surveillance dans la ville de Douala. Yaoundé en a, mais nous sommes encore en train d'attendre qui a véritablement tué Martinez Zogo. Nous sommes en train d'attendre quelles sont les vidéos de surveillance qui ont visualisé le trajet de tel ou de tel malfrat. C'est de ça qu'il est question, Olivia Bossal. On n'a pas besoin d'avoir peur des sujets qui peuvent fâcher. C'est pour dire que si on a placé les caméras de surveillance, que celles-ci servent véritablement à visualiser la ville et les points dangereux criminogènes, et qu'on mette les mains sur des bandits et qu'on dissuade les autres à recommencer. Parce que s'ils savent qu'il y a des caméras de surveillance partout, ils vont éviter de voler. Mais lorsqu'on va savoir qu'on va partir à un commissariat, on va donner 200 000 et qu'on va être libéré, comme ça se passe. Nous vivons ça tous les jours, je ne vais pas citer des cas, Olivia. Ok, merci. Je prends donc les messages de cet téléspectateur. Bonjour, Olivia Bossal et le panel. L'insécurité dans nos villes est causée par la pauvreté, l'exode rural, l'injustice, la corruption, la violence, le chômage, la démission des parents, le manque d'emploi. Et Tessira Sessam à Bonadibon. Voilà. Bonjour madame, vous convenez avec moi que l'insécurité est circonscrite dans ce pays. La ville où règne le plus d'insécurité est, comme par le passé, est Douala. C'est une ville où il y a un laisser-aller total. Dès l'entrée de cette ville, vous pouvez le constater à travers les agents de la communauté urbaine qui règnent en grand maître et dans la nuit deviennent des braqueurs. Vivement que le commandant opérationnel revienne à Douala. Le commandement opérationnel, je me rappelle, j'étais encore toute petite quand on avait institué le commandement opérationnel. Effectivement. La terreur. Ok. Bon, je vais revenir poser la question justement. Peut-être qu'il faut réinstaurer un commandement opérationnel. Vivement que le commandement opérationnel revienne à Douala, c'est la seule solution. David de Douala. Bonjour Madame Olivia Bossal et à tout le panel. On a transformé les FMO en force de répression de manifestations publiques et de recouvrement forcé d'un impôt illicite qui ne profite qu'aux gradés. Où est passée l'enquête de moralité dans le processus de recrutement de nos FMO? Comment se fait-il que des anciens bandits soient recrutés dans nos FMO? J'en profite pour alerter sur un phénomène qui se développe dans nos brigades et commissariats où toute personne qui se retrouve en cellule doit absolument dépenser de l'argent, et ceci qu'il soit coupable ou pas, de peur qu'un faux rapport puisse être monté contre lui, sans compter qu'il faut payer pour avoir une autre vocation. Les messages pleuvent, mais je vais prendre le tout dernier. Bonsoir Oli et à tout ton panel. Le monsieur en veste noire est le moins âgé sur le plateau. C'est lui qui parle aux gens. Vraiment, les personnes souvent. Bonjour les démineurs. Concernant la thématique d'aujourd'hui, je prends cette pensée de Jean-Jacques Rousseau tirée du contrat social. Il dit « Mais l'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit qui ne vient point de la nature
Il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles conventions. Alors si l'insécurité règne, rien ne marchera, quel que soit le secteur. On ne bâtit pas dans le désordre, on ne pense pas dans l'insécurité totale et permanente. Je prends ce dernier message. Bonjour au panel, il voulait certainement dire. L'insécurité au Cameroun est une histoire vraiment rocambolesque. Imaginez-vous un tant soit peu sur l'axe feu Tongolo Carrefour du Palais. Il y a de plus gros bandits sur cet axe à proximité du Palais des Toudis. Est-ce normal? C'est vraiment terrible dans notre pays car c'est devenu pour certains un moyen de terroriser et d'autres par un fait que l'on laisse sévir de manière volontaire. C'est Michel depuis l'Omnisport. Alors, Pierre Bléreux, il y a un téléspectateur justement qui a évoqué le retour du commandement opérationnel. Pensez-vous que ce soit une piste de solution? Non, la sécurité normale suffit. Douala est abandonné. Quand vous entrez à Douala, on avait, lui l'ancien commissaire, ouais. Mais simplement vous n'avez même plus ce qu'on appelait les anti-gangs. Vous n'avez plus à Yaoundé les anti-gangs. C'est-à-dire que les policiers qui... Non, le problème c'est que les gens travaillent. C'est nous qui avons... Il faut que les gens travaillent. C'est-à-dire quand le policier ou le gendarme entre dans un bar, que les gens aient peur, que ceux qui font du mal aient peur. Oui. Parce qu'il ne va pas se laisser corrompre par qui que ce soit. Oui. Son passage est un message à tous ceux qui ourdissent quelque chose. Il ne peut pas entrer et il va au bar, il va au comptoir et se met à causer avec le gérant. Non. Il faut... C'est des pratiques simples. Le bandit n'est pas courageux. Je reviendrai. Le bandit est un Oui, non, je voudrais ajouter de l'eau. Vous savez, avant, lorsque une brigade ou bien un commissariat voulait que les bars ferment à telle heure, si on constate que ça ne ferme pas, il suffit simplement qu'on amène un véhicule de gendarmerie ou on met à côté. Dès qu'on voit, hop, le bar ferme. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Ce n'est plus ça. Mais on n'a pas besoin parce que le commandement opérationnel est tombé aussi dans des abus. Oui. Faudrait pas. On n'est pas dans un état de guerre. Et la petite violence des Camerounais ne peut pas dépasser les FMO. Non, simplement travailler. Ok, bonjour. L'insécurité est en puissance, émergence au Cameroun. Même jusque-là, la sortie de l'aéroport, lieu dit Texaco Aéroport, si tu as la malchance que ton avion atterrit la nuit, dors là-bas pour te rendre chez toi le matin. Samuel, bonjour. Vous avez certainement à dire. Oui, c'est la triste réalité. Maintenant, je crois que comme solution, il faut remettre les unités opérationnelles au travail. Pas forcément dans le commandement opérationnel, mais qu'en permanence, les unités de sécurité fassent un travail opérationnel qu'ils descendent sur... On a connu le commissaire Sam Bende à Douala, qui a eu des bonnes... Même à Baganté, il a eu un certain nombre de trucs là-bas, mais dès qu'il est parti, ce qui arrive, ça devient de l'insécurité. Vous voyez même des gens, on vous dit que les policiers partisent même avec des groupes de gangs pour passer des armes. Et vous pouvez imaginer ça, c'est qu'on est dans une situation extrêmement compliquée que si on ne se ressaisit pas, on va se retrouver dans une situation qui sera totalement incontrôlable. On ne sera plus qu'un policier qui est bandit. Et c'est ça réellement qui arrive dans nos quartiers parfois. Ok, merci. J'invite M. Niemek et M. Basson à mettre un regard attentif sur la situation des mi-temps dans les établissements scolaires publics secondaires. Suivant l'éducation de nos enfants, ce système ne permet pas d'évoluer dans les programmes de lycée. Bon, je sais pas trop. C'est Félix Mingue. Oui, dans les lycées n'ont pas fini des programmes et les élèves montent en classe supérieure. De toutes les façons, prenez ce problème au sérieux. Vous avez aussi une mission d'éduquer. C'est Félix Ningue de Mendon, prof de philosophie. Monsieur le commissaire, votre mot de fin? Mon mot de fin, ce problème nous concerne tous. Il nous concerne tous pourquoi? Parce que ceux qui ont des attributions, ceux qui ont des services doivent servir là où ils ont été mis. Je vous prends un cas, je ne vais pas citer les autres noms. Je cite un seul nom, la famille Ndjoko à Yaoundé. J'ai pu sortir son enfant du banditisme. Et ce monsieur a été étonné lorsque, ramenant, parce que j'avais ramené son enfant est venu dormir devant ma maison pour dire que
il a cessé de voler. J'ai dit, tu mens. Il était toujours dit de ne plus voler. Il dit, non, j'ai cessé. Je l'ai amené chez son père. Son père m'a dit, non, je ne peux pas le prendre. J'ai beaucoup d'enfants. Il va gâter toute ma famille. Et heureusement, il était accompagné d'un magistrat de la Cour suprême. Le magistrat lui a dit, ce que le commissaire dit est vrai. On peut vous poursuivre puisque l'enfant est mineur. Il a dit, ramenez l'enfant. Je viens le chercher chez vous demain. Et il est venu avec sa soeur. Lorsque j'ai demandé à l'enfant, pourquoi tu voles? Il dit, je vole pas parce que je manque l'argent, parce que je voudrais que mon père ait honte, qu'on dise que le fils de Ndioko vole. J'ai demandé à sa soeur, est-ce que ce qu'il dit là, puisqu'il précisait en même temps que lui, quand il a de bonnes notes, on ne lui donne pas de cadeaux, alors que ses frères et sœurs reçoivent des cadeaux. C'est pour ça qu'il a décidé de voler pour que son père ait honte. De toute manière, son père l'a repris et un an après, il a été désigné comme le patron de la famille Ndioko. Et je dis, si l'un d'eux m'écoute, qu'il appelle pour vous confirmer ce que je dis là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, ceux qui doivent faire leur boulot ne font pas leur boulot. Parce que policiers ou gendarmes, nous sommes des parents. Mais vous chutez, patriarche. Je chute en disant ceci, chacun doit faire son job. Les parents, les policiers, les gendarmes et la justice. Ok. Merci beaucoup. Bonjour Olivia, ici quand ton panel, belle émission, beaucoup de courage. Merci d'apporter un style nouveau à cette émission car toute proportion gardée, on retrouve toujours la touche initiale de parfait à Ici et Toi. Excellente journée à vous. Bernardo Basson, votre mot de fin? Moi je pense que les FMO doivent, surtout à Douala et à Yaoundé, augmenter un peu le volume de la répression. Être un peu plus répressif parce que ça devient déjà dangereux dans ces deux grandes villes. Ok, merci. C'est la fin de votre émission. Je remercie. Il nous faut aussi la lumière partout parce que la lumière, l'éclairage est une mesure de sécurité. Il n'y a pas de la méritocratie. Il nous faut aussi l'eau. Oui, absolument. Si on n'a pas d'électricité, on peut vous agresser dans l'obscurité. Mais il est difficile que quelqu'un vous agresse en pleine lumière parce qu'il se dit que quelqu'un d'autre va me voir et peut-être me reconnaître. Il faut promouvoir les policiers compétents et travailleurs. Parce qu'il y a beaucoup qui sont promus là, qui ne méritent pas de l'être, alors qu'il y a des gars qui mouillent le maillot. On voit Pointini à pied de rue tous les jours, tout le monde l'apprécie. On voit tel, on voit tel, on voit tel. Mais parfois c'est des inconnus qu'on... Pierre Biron-Yemek. Dans la suite de mon frère Samuel Mbonjo, je crois que quand dans les services, on va mettre à chaque poste une personne qui aime le métier, on a quelques bons policiers. Hein. À Yaoundé, quand vous êtes dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, vous vous sentez en sécurité. Maintenant, quand vous quittez Yaoundé 1er, ainsi de suite, on a de bons policiers, mais il y en a aussi de mauvais. Les gendarmes, je crois qu'eux, ils ont préféré avec l'affaire de la sécurité, le contrôle routier. Ils préfèrent l'axe Douala-Yaoundé à partir de jeudi. Même les patrouilles, ils peuvent aller en patrouille parce que ça c'est plus important qu'ils arrêtent ça. C'est-à-dire que les gens prennent 25 millions, on ne sait pourquoi, au lieu de nous sécuriser à Yaoundé et à Douala. Ok, merci beaucoup. Je prends ce dernier message. Certainement, c'est avec lui que je vais mettre fin à cette émission. Bonjour Olivia. On ne peut pas en découdre avec l'insécurité dans nos villes car nos forces de l'ordre sont compétentes, parfois complices. C'est Sylvain depuis EDA. Je profite donc pour dire merci au patriarche ex-commissaire de police retraité aujourd'hui qui nous a honoré de sa présence ce matin sur le plateau. Bonjour, merci je vais dire au consultant Pierre Biron-Yemek. Merci à Samuel Bonjok, journaliste et par ailleurs directeur de publication de Direct Info, un quotidien ou un hebdomadaire? Ok, de l'hebdomadaire Direct Info. Et puis merci au Sucre National Bernardo Basson pour sa contribution ce matin. 12h JT Bilingue, 13h les Amazones, 19h le journal à langue anglaise, 20h le journal en langue française. Moi, je vous quitte sur ce conseil de vie. La vie te mettra sur ton chemin. La vie te mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en fais un mur ou un port.